Nous regrettons le jour de ta naissance, ont déclaré mes parents devant tout le monde. Vanessa a ri. Je n'ai pas pleuré. J'ai agi. Une semaine plus tard, je les ai effacés et toute leur vie s'est effondrée. Et honnêtement, nous regrettons le jour de ta naissance. Avez-vous déjà eu vos propres parents vous regarder droit dans les yeux lors d'un dîner d'anniversaire et dire qu'ils souhaiteraient que vous n'existiez pas? Nous regrettons le jour de ta naissance, ont déclaré mes parents devant tout le monde. Vanessa a ri. Je n'ai pas pleuré, j'ai agi. Une semaine plus tard, je les ai effacés et toute leur vie s'est effondrée. La pluie à Chicago semblait toujours un peu plus froide en novembre. C'était une de ces soirées où les lumières de la ville se fondaient dans l'asphalte mouillé, créant un désordre flou et chaotique. J'étais assise dans ma voiture, regardant à travers le pare-brise pendant que les essuie-glaces balayaient d'avant en arrière, correspondant au rythme anxieux de ma poitrine. J'ai 35 ans. Je suis directrice financière principale dans une entreprise réputée, une femme qui gère des portefeuilles de plusieurs millions de dollars sans sourciller. Pourtant, assise dans cette berline au ralenti devant un restaurant italien hors de prix du centre-ville, je me sentais de nouveau comme une fillette de 10 ans effrayée. Ce soir, c'était le 36e anniversaire de mariage de mes parents. Harrison et Martha. 36 ans de mariage et sans doute 35 ans à me faire sentir comme une invitée indésirable dans ma propre famille. 5 cents chaque mois dans un puits sans fond. Bon sang. Samantha est directrice financière. Elle reconnaît un mauvais investissement quand elle en voit un. Mais ce piège de la culpabilité familiale est réel et terrifiant. Avant de couper le moteur, j'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone. Je ne voulais pas regarder, mais c'était une compulsion. J'ai fait défiler jusqu'à l'historique des transactions, et il était là, traité à 8 heures du matin. Un virement de 5 cents. Le destinataire était simplement indiqué comme un magasin familial. J'ai poussé un long soupir épuisé. 5 cents. Chaque mois, comme une horloge, directement de mes économies durement gagnées dans le gouffre béant et sans fond de l'entreprise de vêtements de mes parents. Ce n'était pas seulement l'argent qui m'épuisait. C'était le principe. J'avais viré cet argent ce matin pour empêcher leur principal fournisseur de textiles de geler leur compte. Ils avaient 90 jours de retard sur une facture. Et sans ce montant exact, le magasin n'aurait pas eu d'inventaire d'hiver. Ai-je reçu un texto de remerciement? Un appel téléphonique? Non. J'ai reçu un bref reçu électronique automatisé de la banque. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je me suis posé la même question que je me posais chaque mois. Pourquoi est-ce que je continue à faire ça? La réponse était toujours un mélange tordu de culpabilité, d'un espoir désespéré et pathétique de leur approbation, et le simple fait que j'étais piégé dans un lien traumatique que je ne comprenais pas encore pleinement. J'ai pris une profonde inspiration, lissant le devant de ma robe bleu foncé. Je me suis dit de faire bonne figure. Juste 2 heures, pensais-je. Mange les pâtes, souris poliment, écoute-les se vanter, puis rentre à la maison. C'était une routine de survie que j'avais perfectionnée pendant 3 décennies. En tendant mes clés au voiturier, je sentais déjà le nœud familier se serrer dans mon estomac. Le restaurant était bruyant, rempli du cliquetis des verres de vin cher et des rires prétentieux de gens qui voulaient être vus. Je me suis dirigé vers la salle privée qu'ils avaient réservée. Je pouvais entendre sa voix avant même de voir la table. Chelsea, ma sœur cadette. Elle a 32 ans, l'enfant prodige incontesté, le centre de leur univers, et le fléau absolu de mon existence. Chelsea tenait le haut du pavé, vêtue d'une robe en soie de créateur qui, je le savais pertinemment, coûtait au moins $1000. Elle riait, rejetant ses cheveux parfaitement coiffés, entourée de mes tantes, oncles et cousins qui buvaient ses paroles comme si elle était une célébrité. L'ironie amère me brûlait la gorge. Je connaissais la vérité derrière cette robe. Je savais que mes parents avaient contracté une 2e hypothèque sur leur maison juste pour financer l'image de Chelsea en tant qu'entrepreneur à succès. Elle était censée être la brillante directrice marketing du magasin familial, la visionnaire qui allait transformer l'entreprise locale en déclin de nos parents en un empire national de la vente au détail. Ce n'était que de la poudre aux yeux. Son sens des affaires consistait à faire défiler les réseaux sociaux, à publier des citations inspirantes et à commander des sacs de courses personnalisés coûteux pendant que les factures des fournisseurs restaient impayées. Je me suis glissé dans une chaise vide et discrète à l'autre bout de la longue table, espérant simplement me fondre dans le décor. Ma mère, Martha,
a croisé mon regard un bref instant. Elle m'a adressé un sourire pincé et obligatoire qui n'atteignait pas ses yeux, un regard qui disait « Oh, tu es là. S'il te plaît, ne gâche pas l'ambiance. » Mon père, Harrison, ne m'a même pas regardé. Il était trop occupé à verser un verre de vin rouge cher à Chelsea, la regardant avec une fierté que je n'avais jamais, pas une seule fois en 35 ans de vie, vu diriger vers moi. J'ai attrapé un petit pain, me préparant à une soirée où je serais le fantôme au festin. Je n'avais aucune idée que ce soir, le fantôme allait enfin crier. Le dîner s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. C'était un cours magistral d'illusions partagées. Les hors-d'œuvre sont arrivés, des assiettes de bruschetta et de calamars que je savais que mes parents ne pouvaient pas se permettre, et la conversation a naturellement tourné autour du seul sujet qui comptait dans cette famille, la grandeur imaginée de Chelsea. L'oncle Robert s'est penché sur la table, agitant un morceau de pain. « Alors, Chelsea, a-t-il dit, sa voix forte couvrant le brouhaha du restaurant. J'ai entendu dire que tu prévoyais une expansion massive pour l'hiver pour le magasin, ouvrir un deuxième emplacement en banlieue. » Chelsea a pris une gorgée délicate de son vin et a souri de son sourire poli caractéristique. « Oui, eh bien, nous sommes actuellement en phase de croissance agressive. Ma nouvelle stratégie marketing se concentre vraiment sur l'élévation de la marque. Nous nous repositionnons pour cibler la clientèle haut de gamme. Il s'agit de créer une expérience, vous savez, pas seulement de vendre des vêtements. » J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Élévation de la marque, croissance agressive. Il y a à peine 8 heures, j'avais dû appeler personnellement le service comptable d'Oasis Apparel et les supplier de ne pas envoyer une agence de recouvrement à mes parents parce que Chelsea avait dépensé $2000 dans une publicité inutile dans un magazine local au lieu de payer la marchandise. Bon sang. Elle grille $2000 en publicité dans des magazines locaux alors que le principal fournisseur frappe à la porte avec une agence de recouvrement. De quel genre de croissance agressive délirante s'agit-il ? Comment géreriez-vous un frère ou une sœur qui agit comme un PDG mais ne peut même pas équilibrer un simple chéquier ? Elle a un don, a annoncé fièrement mon père, le torse bombé. Il a posé une main sur l'épaule de Chelsea. Un vrai sens des affaires. Elle comprend le marché moderne. Le magasin n'a jamais été aussi beau depuis qu'elle a pris la direction créative. Oh, Harrison, c'est vrai, a ajouté ma mère, sa voix dégoulinant d'adoration. Chelsea apporte une énergie si vibrante et jeune. Elle est notre fierté et notre joie. J'étais assise au bout de la table, fixant mon assiette de pâtes intacte. J'ai senti une sensation de picotement chaud derrière mes yeux, la piqûre familière d'être complètement effacé. Je gérais les finances d'une énorme start-up technologique. J'avais fait économiser des millions de dollars à des entreprises grâce à des restructurations stratégiques. J'avais plusieurs diplômes, mais dans cette pièce, rien de tout cela n'existait. J'étais juste Samantha, la sœur aînée ennuyeuse, obsédée par les chiffres, qui manquait de vision. J'ai pensé aux $500 que j'avais dépensés ce matin. J'ai pensé aux innombrables week-ends que j'avais passés penchés sur leur livre de comptes chaotiques, essayant de donner un sens au désordre que Chelsea laissait derrière elle. Une envie soudaine et stupide d'être reconnue m'a envahi. Je voulais juste qu'ils reconnaissent la réalité de la situation, juste une fois. Je me suis éclairci la gorge. En fait, ai-je commencé, gardant ma voix stable et basse. En parlant de l'inventaire d'hiver, je regardais les projections de flux de trésorerie pour le prochain trimestre. Le surstock de la ligne d'été grignote vraiment les marges. Si nous ne renégocions pas bientôt les conditions de paiement à 30 jours avec les fournisseurs, le magasin pourrait faire face à une grave crise de liquidité avant même le début des soldes de fin d'année. La table entière est devenue silencieuse. On aurait dit que je venais de me lever et d'insulter le prêtre. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Tante Hélène a détourné le regard, soudain fascinée par le papier peint. Chelsea a lentement tourné la tête pour me regarder. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air amusée, ce qui était infiniment pire. Elle a laissé échapper un petit rire condescendant. « Oh, Samantha » a-t-elle soupiré, utilisant le ton qu'on pourrait employer pour expliquer un concept simple à un bambin. Toujours si sombre, toujours à te concentrer sur les petits tableurs ennuyeux. Tu ne comprends pas la vue d'ensemble. Les affaires nécessitent de prendre des risques. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. C'est une question d'esthétique, pas seulement de centimes. Ce n'est pas une question de centimes, Chelsea, ai-je répondu, mon cœur commençant à battre contre mes côtes.
C'est une question de solvabilité de base. Oasis Apparel a failli geler notre compte aujourd'hui. Ma mère a frappé la table de sa main, faisant cliqueter l'argenterie. Samantha, s'il te plaît, a-t-elle sifflé, le visage empourpré de colère soudaine. Ne pouvons-nous pas faire ça ce soir? C'est censé être une célébration. Pourquoi dois-tu toujours entraîner tout le monde vers le bas avec ta négativité? Tu es toujours si jalouse des idées de ta sœur. Jalouse, ai-je répété, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. C'est moi qui paie les factures pour que ces idées ne vous mettent pas en faillite. Mon père m'a fusillé du regard, ses yeux froids et durs. Assez, a-t-il commandé, sa voix lente et menaçante. Tu restes assise là et tu tritures tes petits chiffres, mais Chelsea est celle qui a la vision. Tu n'as aucune idée de la pression qu'elle subit. Ne gâche pas notre anniversaire avec ta jalousie mesquine. Jalousie mesquine. L'auteur original maintient littéralement leur entreprise défaillante à flot avec son propre argent durement gagné. Je vous le dis, j'ai eu un petit moment moi-même en lisant ça. L'audace absolue de cet homme de regarder sa véritable sauveuse et de la traiter de jalouse. Est-ce que des parents comme ça se réveillent un jour à la réalité? Je me suis rassise sur ma chaise, la chaleur montant à mes joues. Les parents échangeaient des regards gênés, certains chuchotant derrière leurs serviettes. J'avais essayé de leur lancer une bouée de sauvetage, et ils m'avaient frappé à la tête avec la rame. J'ai regardé Chelsea. Elle me regardait droit dans les yeux, un petit sourire triomphant jouant sur ses lèvres. Elle avait encore gagné. L'illusion était sauve. Le bouc émissaire avait été remis à sa place. J'ai pris ma fourchette, mes mains tremblant légèrement, et j'ai regardé fixement ma nourriture. Le dîner a semblé durer 10 ans. Chaque rire, chaque compliment adressé à ma sœur était comme un coup physique. J'étais épuisé, vidé de tout sauf d'un engourdissement creux et douloureux. Je voulais juste que la nuit se termine. Mais la nuit ne faisait que commencer. Le dessert venait d'être servi, des tranches de riche tiramisu que personne ne mangeait vraiment. C'est alors que l'atmosphère a changé. Les serveurs ont versé du champagne dans les verres de tout le monde. C'était l'heure du toast. Mon père a reculé sa chaise, le son raclant bruyamment contre le parquet. Il s'est levé, a ajusté sa veste de costume et a tapoté sa fourchette contre son verre en cristal. Le doux tintement a réduit toute la salle à un silence feutré. Harrison s'est éclairci la gorge, regardant autour de la table ses frères et sœurs, ses nièces et ses neveux. Son regard s'est attardé affectueusement sur ma mère, puis s'est posé chaleureusement sur Chelsea. Il n'a même pas jeté un coup d'œil vers mon bout de table. 36 ans, a-t-il commencé, sa voix épaisse d'émotion travaillée. 36 ans de mariage avec la femme la plus merveilleuse du monde, Martha. Nous avons construit une vie ensemble. Nous avons bâti une entreprise à partir de rien. Nous avons traversé des tempêtes et nous avons célébré des victoires. La table a murmuré son accord. Quelqu'un a levé son verre en hommage silencieux. J'ai gardé les yeux fixés sur la nappe, traçant le motif tissé avec mon ongle. Mais le plus grand héritage d'un homme n'est pas son entreprise, a poursuivi mon père, son volume augmentant légèrement. C'est sa famille. C'est ce qu'il laisse derrière lui pour la prochaine génération. Et en regardant ce que nous avons accompli, en regardant l'avenir de notre nom de famille, je suis rempli d'une immense fierté. Il a fait le tour de la table et s'est tenu derrière Chelsea, posant fermement ses deux mains sur ses épaules. Chelsea l'a regardé, ses yeux brillant d'une fausse humilité. Chelsea, a-t-il dit, sa voix résonnant légèrement dans la salle à manger privée. Tu as pris notre rêve et tu le transformes en un empire. Ta créativité, ta passion, ton dévouement inébranlable. Tu es le cœur et l'âme de l'avenir de cette famille. J'ai senti une sensation de serrement dans ma poitrine. C'était le même discours, la même adoration, le même rejet complet de mon existence. Je me suis préparé à applaudir poliment, à avaler l'humiliation comme une pilule amère, et à simplement tenir les 20 prochaines minutes. Mais ensuite, mon père a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a tourné la tête et m'a regardé directement. Ce n'était pas un coup d'œil. C'était un regard fixe, délibéré. La chaleur dans ses yeux a disparu, remplacée par un ressentiment froid et dur qui a envoyé une onde de choc glacial le long de ma colonne vertébrale. La pièce était d'un silence de mort. Tout le monde le regardait. Il a levé son verre bien haut. À 36 ans, a-t-il déclaré à voix haute, s'assurant que chaque personne dans la pièce pouvait l'entendre.
Et honnêtement, nous regrettons le jour de ta naissance. Je n'ai pas de mots. 36 ans de mariage et c'est votre grand discours. Humilier publiquement le seul enfant qui fait réellement quelque chose pour vous. Mon cœur se brise pour Samantha. Quelle est la pire chose qu'un membre de votre famille vous ait jamais dite lors d'une réunion? Parce que ça bat tous les records. Les mots flottaient dans l'air, lourds et toxiques. Le temps semblait s'être complètement arrêté. Pendant une fraction de seconde, mon cerveau n'a pas pu traiter l'information auditive. J'ai cru avoir mal entendu. J'ai cru que c'était une terrible et maladroite blague. Mais le silence dans la pièce m'a dit le contraire. Personne n'a ri. Personne n'a halté. Les parents se contentaient de regarder, leur visage un mélange de choc et de fascination morbide. J'ai regardé ma mère. Elle sirotait son champagne, son expression complètement vide, n'offrant absolument aucune défense, aucune correction. Elle était d'accord avec lui. J'ai regardé Chelsea. Elle n'avait pas l'air choquée. Elle n'avait pas l'air embarrassée pour moi. Elle me regardait droit dans les yeux et ses lèvres se sont retroussées en un sourire lent et délibéré. C'était un regard de victoire pure et sans mélange. Nous regrettons le jour de ta naissance. Les mots résonnaient dans mon crâne. Ce n'était plus seulement du favoritisme. Ce n'était plus seulement qu'ils ignoraient mes contributions. C'était une dénonciation active et cruelle de mon existence même. Ils n'aimaient pas seulement plus Chelsea. Ils souhaitaient activement que je n'existe pas. Toutes ces années à virer 5 cents par mois. Toutes ces nuits tardives à corriger leurs erreurs fiscales. Toutes ces vacances annulées pour que je puisse équilibrer leurs comptes. J'avais versé mon sang, ma sueur et mes larmes dans un trou noir sans fin, essayant d'acheter l'amour de gens qui me méprisaient fondamentalement. Quelque chose en moi, une corde fragile et désespérée à laquelle je m'étais accroché toute ma vie, a simplement cédé. Il n'y a pas eu de bruit fort dans ma tête, juste une réalisation calme et profonde de la finalité. Le lien traumatique s'est brisé comme du verre bon marché. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti l'envie de crier ou de renverser la table. J'ai senti un calme étrange et absolu m'envahir tout le corps. C'était le calme d'un chirurgien réalisant que le membre ne peut être sauvé et doit être amputé immédiatement. J'ai lentement posé ma serviette sur la table. Je me suis levé. Le raclement de ma chaise a sonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Chaque paire d'yeux était rivé sur moi. Ils attendaient la crise. Ils attendaient que je sorte en larmes, prouvant que j'étais la personne faible et émotionnelle qu'ils avaient toujours prétendu que j'étais. Je ne leur ai pas donné cette satisfaction. J'ai fouillé dans mon sac à main, j'en ai sorti un billet de 100 $ et un billet de 20 $, et je les ai laissés tomber directement au centre de la table. 120 $, ma part exacte du repas. J'ai regardé mon père, mon visage complètement dépourvu d'émotion. Profitez de votre empire, ai-je dit, ma voix parfaitement égale, calme et terrifiante de froideur. Je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai traversé le restaurant, mes talons claquant rythmiquement contre le parquet. Je suis sorti sous la pluie glaciale de Chicago, j'ai pris une profonde inspiration d'air humide, et pour la première fois en 35 ans, je me suis senti complètement, totalement libre. Le trajet de retour à mon appartement était un flou de néons et de fenêtres zébrées de pluie. La radio était éteinte. Le seul son était le battement rythmique des essuie-glaces et ma propre respiration régulière. Le calme étrange qui m'avait possédé dans le restaurant ne s'était pas estompé. Il s'était durci en quelque chose de solide et d'inébranlable. J'ai garé ma voiture, monté les 3 étages jusqu'à mon appartement et déverrouillé la porte. Mon appartement était calme, sûr et entièrement à moi. Je n'ai pas allumé les lumières principales, juste une petite lampe de bureau qui projetait de longues ombres à travers le salon. Je me suis assise sur le bord de mon canapé, portant toujours mon manteau humide, et j'ai laissé le silence m'envelopper. Nous regrettons le jour de ta naissance. J'ai dit les mots à voix haute dans la pièce vide, les testant, sentant leur poids. Étrangement, ils ne faisaient pas aussi mal qu'ils auraient dû. Au lieu de cela, ils ont agi comme une clé, déverrouillant un immense coffre de souvenirs dans mon cerveau, me permettant enfin de voir toute ma vie avec une clarté brutale. Pendant des décennies, j'avais été victime d'un piège classique de psychologie comportementale. J'étais le bouc émissaire de la famille, conditionné à croire que si je travaillais plus dur, donnais plus d'argent et résolvais plus de problèmes, je finirais par gagner ma place à table.
Mon esprit est retourné à la veille de Noël, il y a exactement 3 ans. C'était un souvenir qui résumait parfaitement l'architecture de mon exploitation. La famille était réunie chez mes parents. Le salon était chaleureux, rempli de l'odeur de la dinde rôtie et du son de la musique classique de Noël. Chelsea était assise près de la cheminée, buvant du chocolat chaud, riant en ouvrant des cadeaux emballés dans du papier brillant coûteux. Où étais-je? Je n'étais pas dans le salon. J'étais enfermé dans le bureau glacial et plein de courants d'air de mon père, au bout du couloir. Je portais un pull épais, penché sur un écran d'ordinateur lumineux à 2 heures du matin. Plus tôt cette semaine-là, Chelsea avait décidé de mettre à niveau le logiciel de gestion des stocks du magasin vers une plateforme esthétique moderne basée sur le cloud qu'elle avait trouvé promu par un influenceur sur les réseaux sociaux. Elle n'avait pas pris la peine de sauvegarder correctement les anciennes données. La migration a échoué de manière catastrophique. Des milliers d'articles, de niveaux de prix et de codes de fournisseurs ont été effacés ou brouillés. Le magasin était effectivement paralysé juste avant la plus grande semaine de shopping de l'année. De plus, la déclaration de revenus de l'État était due et sans chiffre d'inventaire précis, mes parents risquaient des milliers de dollars de lourdes pénalités fiscales. Ils ont paniqué, comme toujours, leur panique est devenue mon urgence. Mon père ne m'a pas demandé de le réparer. Il l'a exigé, invoquant la loyauté familiale et me rappelant tout ce qu'ils avaient sacrifié pour m'élever. Donc, pendant que ma famille célébrait Noël, je suis resté assise dans cette pièce glaciale pendant 14 heures d'affilée. J'ai manuellement comparé des reçus papier physique avec des relevés bancaires. J'ai tapé des milliers de codes de produits à la main. Mes yeux me brûlaient, mon dos me faisait mal et mes doigts étaient crispés. Vers minuit, ma mère a ouvert la porte, non pas pour m'apporter de la nourriture, mais pour me dire de faire moins de bruit en tapant car Chelsea avait mal à la tête à cause du cliquetis du clavier. Quand j'ai finalement récupéré la base de données et déposé la demande de prolongation fiscale à 4 heures du matin, je suis entré dans la cuisine. Il y avait une assiette de restes froids de dinde recouverte de film plastique sur le comptoir. Pas de mots, pas de remerciements. Le lendemain matin, alors que tout le monde se réunissait pour le petit déjeuner, mon père a porté un toast à Chelsea pour avoir identifié les défauts de notre ancien logiciel et initié une mise à niveau technologique nécessaire. Mes 14 heures de travail éreintant et non rémunéré ont été complètement effacées. Requalifié en leadership visionnaire de Chelsea. Ça m'a fait rire. Vraiment. Pas d'une manière drôle, mais d'une manière j'ai envie de frapper un mur. Elle travaille 14 heures d'affilée dans une pièce glaciale pour réparer le désastre catastrophique de Chelsea. Et ils lui disent de taper plus doucement puis attribuent le mérite à Chelsea. Comment n'a-t-elle pas incendié cette maison sur le champ? Assise dans mon appartement sombre maintenant, 3 ans plus tard, l'absurdité pure de la situation m'a fait laisser échapper un rire sec et sans humour. Ce n'était pas l'amour qui me faisait revenir. C'était un traumatisme. C'était le conditionnement psychologique désespéré d'une enfant à qui on avait appris que sa seule valeur résidait dans son utilité. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que je pouvais faire pour eux. Ils aimaient le filet de sécurité que je fournissais. J'étais la comptable de minuit, la concierge invisible qui nettoyait les dégâts pour qu'ils puissent continuer à vivre dans leur grande illusion. J'ai enlevé mon manteau et l'ai jeté sur la chaise. Je suis allé à mon îlot de cuisine et je me suis versé un verre d'eau froide. Le brouillard du lien traumatique se dissipait rapidement. La culpabilité qui me paralysait habituellement avait disparu, remplacée par une colère froide et calculatrice. J'ai réalisé que le toast cruel de mon père n'était pas seulement une insulte. C'était un cadeau. C'était la permission ultime dont j'avais besoin pour cesser de me soucier. Il regrettait le jour de ma naissance. Très bien. Ils allaient découvrir ce qu'était la vie quand je n'existerais plus pour les sauver. Le lendemain était un samedi. Normalement, mes week-ends étaient consommés par l'entreprise familiale. Je me réveillais tôt, me connectais à leur portail bancaire à distance et commençais à jouer à un jeu de Tetris financier à enjeux élevés. Je déplaçais des fonds, priorisais quels fournisseurs seraient payés juste assez pour arrêter de se plaindre, et identifier quelles factures pouvaient être repoussées de 2 semaines supplémentaires. C'était un deuxième emploi stressant et non rémunéré qui épuisait mon énergie. Mais aujourd'hui, je n'ai pas ouvert mon ordinateur portable. Je me suis fait une tasse de café fort, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai commencé à calculer le coût réel de ma loyauté. L'économie de la vie en tant que bouc émissaire familial. Cela a commencé avec l'argent. 5 cents $ par mois.
C'était la base. 6 000 $ par an virés directement de mon compte d'épargne pour empêcher leur compte courant de passer dans le rouge. Je faisais cela depuis exactement 5 ans. C'était 30 000 $ de mon propre argent durement gagné injecté dans un magasin de détail en faillite. 30 000 $ que j'aurais pu utiliser pour un acompte sur une maison. 30 000 $ que j'aurais pu investir dans mon propre avenir. Au lieu de cela, il avait disparu. Évanoui dans l'éther de la mauvaise gestion flagrante de Chelsea. Mais l'argent n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le coût réel était la propriété intellectuelle et le temps. Les idées marketing de Chelsea n'étaient pas seulement inutiles, elles étaient activement destructrices. Je me suis souvenu d'un incident au printemps dernier. Chelsea a décidé que le magasin avait besoin d'une campagne de marketing de guérilla pour attirer les jeunes clients. Sans vérifier les chiffres avec moi, elle a engagé une agence de design de boutique pour imprimer des milliers de prospectus de qualité supérieure et a payé une équipe promotionnelle pour les distribuer en centre-ville. Le coût était de 4 000 $. La campagne a rapporté exactement 0 nouveaux clients. Les prospectus ont fini dans les poubelles et la clientèle qu'elle ciblait n'achetait pas le genre de vêtements que mes parents vendaient. Lorsque la facture de l'agence de design est arrivée, mes parents ont été choqués. Le compte de l'entreprise était vide. Ma mère m'a appelé en pleurant hystériquement, affirmant que l'agence allait les poursuivre en justice et prendre le magasin. Elle n'a pas blâmé Chelsea. Elle a blâmé l'économie agressive. J'ai passé tout mon week-end au téléphone avec le service de facturation de l'agence. J'ai utilisé toutes les tactiques de négociation que je connaissais. J'ai plaidé. J'ai menacé. J'ai analysé leur contrat à la recherche de failles. Finalement, j'ai réussi à négocier la dette à 2 000 $ et à mettre en place un plan de paiement échelonné. Je les ai sauvés d'un procès. Je leur ai fait économiser 2 000 $. Et comment ai-je été récompensé? 2 semaines plus tard, lors d'un barbecue familial, mon père a acheté à Chelsea une nouvelle montre connectée, la louant pour son innovation et sa pensée non conventionnelle, affirmant que l'échec marketing n'était qu'un tremplin vers le succès futur. Quand j'ai mentionné discrètement que c'était moi qui avais négocié la dette, ma mère m'a dit que j'étais mesquine et que je tenais les comptes. Il me faisait du gaslighting. Il manipulait constamment ma réalité, me faisant sentir que mes contributions massives n'étaient que des devoirs de base attendus. Tandis que les échecs catastrophiques de Chelsea étaient célébrés comme des expériences entrepreneuriales courageuses, j'étais tenu en laisse par la culpabilité et l'obligation. Si je n'aidais pas, le magasin ferait faillite, mes parents perdraient tout, et ce serait de ma faute parce que j'avais les compétences pour l'empêcher et que j'avais choisi de ne pas le faire. Ils prenaient leur propre survie en otage et je payais la rançon chaque mois. J'ai pris une gorgée de mon café, le goût amer manquant dans le moment présent. J'ai regardé autour de mon appartement, tout ce que j'avais, je l'avais construit moi-même, ma carrière de directrice financière principale, ma stabilité, mon indépendance. Je ne leur devais pas ma vie. Je ne leur devais pas ma santé mentale. La laisse de 500 $ n'était pas attachée à moi par eux. C'était moi qui tenais le bout de la corde et tout ce que j'avais à faire était de lâcher prise. J'ai ressenti un profond sentiment de clarté. Le magasin était un navire en train de couler, criblé de trop de leur propre fabrication. Pendant des années, j'avais été dans la salle des machines, écopant frénétiquement l'eau avec un seau pendant que le capitaine et le second se tenaient sur le pont, buvant du champagne et se plaignant que je les éclaboussais. J'en avais fini d'écoper l'eau. Je quittais le navire. Laissez-les boire leur champagne. Laissez-les louer le capitaine. Que l'océan les emporte. J'ai posé ma tasse de café sur la table avec un clic ferme et décidé. Il était temps de sectionner l'artère. J'ai pris mon smartphone. Mes mains ne tremblaient pas. Il n'y avait aucune hésitation, aucun doute persistant. Le conditionnement comportemental qui m'avait contrôlé pendant 35 ans était complètement brisé. J'ai déverrouillé l'écran et ouvert l'application bancaire. J'ai navigué jusqu'à l'onglet des virements programmés. Il était là, le paiement mensuel récurrent de 5 cents $ au magasin familial. J'ai appuyé sur le bouton modifier. L'écran m'a demandé si je voulais suspendre ou supprimer le virement récurrent. J'ai appuyé sur supprimer. Une fenêtre de confirmation est apparue, m'avertissant que cette action ne pouvait pas être annulée. J'ai souri sombrement et j'ai appuyé sur confirmer. Et voilà, le goutte-à-goutte financier était retiré. Le patient était officiellement livré à lui-même.
Mais arrêter l'argent n'était pas suffisant. Je devais couper le cordon de communication, le canal par lequel ils livraient leur culpabilisation et leur manipulation. J'ai ouvert mon application de messagerie et j'ai appuyé sur la conversation de groupe de la famille. La conversation était actuellement silencieuse. Le dernier message était une photo de Chelsea envoyée il y a 3 jours, montrant une nouvelle paire de chaussures de créateur qu'elle prétendait essentielle pour les réunions d'affaires. Personne n'avait mentionné ma sortie abrupte du dîner d'anniversaire la veille. Ils attendaient probablement que j'envoie un texto en premier pour m'excuser d'avoir fait une scène et d'avoir gâché leur soirée spéciale. C'était le scénario habituel. Pas aujourd'hui. J'ai appuyé sur la zone de texte et j'ai commencé à taper. Je n'ai pas utilisé de langage émotionnel. Je n'ai pas exprimé de colère ou de peine. Je l'ai écrit comme un avis de résiliation professionnelle. Froid, précis et entièrement indiscutable. À Harrison, Martha et Chelsea. Avec effet immédiat, je cesse tout soutien financier et opérationnel au magasin familial. Le virement mensuel de 5 cents a été définitivement annulé. Je ne réviserai plus les livres de compte, ne gérerai plus les relations avec les fournisseurs et n'assisterai plus aux déclarations fiscales. Ne me contactez pas pour des conseils financiers ou des sauvetages d'urgence. Vous avez rendu vos sentiments sur mon existence parfaitement clairs. J'exauce votre souhait. Bonne chance avec l'entreprise. J'ai relu le message 2 fois pour m'assurer qu'il n'y avait pas de faute de frappe. C'était parfait. J'ai appuyé sur envoyer. Le message est apparu dans une bulle verte sur l'écran. Immédiatement, 3 petits indicateurs sont apparus en bas, montrant que le message avait été lu. Ils étaient tous réveillés. Ils regardaient tout leur téléphone. Je n'ai pas attendu l'explosion. Je savais exactement ce qui allait arriver. D'abord le choc, puis le déni frénétique et en colère, puis le barrage d'appels et de textos conçus pour me forcer à me soumettre à nouveau. Je n'allais plus participer à leur cirque. J'ai ouvert les paramètres de mon téléphone. Je n'ai pas éteint le téléphone. J'avais un travail exigeant et je devais être joignable pour mes clients et mon équipe. Au lieu de cela, j'ai navigué jusqu'aux paramètres des contacts. J'ai sélectionné Harrison, Martha et Chelsea. J'ai activé la fonction de mise en sourdine des notifications pour leurs messages textes, m'assurant que mon téléphone ne vibrerait ni ne s'allumerait lorsqu'ils enverraient un texto. Ensuite, j'ai configuré leurs appels entrants pour qu'ils aillent directement à la messagerie vocale sans sonner. J'ai construit un mur numérique. Ils pouvaient crier et rager tout ce qu'ils voulaient de l'autre côté, mais je n'entendrais pas un son. Oui, enfin couper ce goutte-à-goutte financier. Un avis de résiliation froid et précis et les bloquer tous. Je ne peux imaginer le sentiment de soulagement que l'auteur original doit ressentir d'avoir cette toxicité hors de sa vie. Quel serait votre point de rupture? J'ai posé le téléphone face contre le comptoir de la cuisine. Je suis entré dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air frais de l'automne matinal et j'ai pris une profonde inspiration. Le silence dans mon appartement n'était plus solitaire. Il était victorieux. Le poids lourd et suffocant qui pesait sur ma poitrine depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir avait disparu. Pour la première fois de ma vie, mon week-end m'appartenait entièrement. Je n'avais pas à réparer un tableur cassé. Je n'avais pas à négocier avec un fournisseur en colère. Je n'avais pas à marcher sur des œufs pour éviter de contrarier des gens qui me méprisaient. J'ai décidé d'aller courir le long du lac. En faisant mon jogging, sentant le vent froid sur mon visage et la brûlure constante dans mes poumons, j'ai réalisé le véritable pouvoir de ce que j'avais fait. En partant, je les avais dépouillés de leur arme ultime, mon désespoir de leur amour. Ils avaient utilisé mon argent et mes compétences pour soutenir une façade, et ils avaient utilisé ma vulnérabilité émotionnelle pour me maintenir docile. Sans moi, le magasin était exposé. Sans mes 500 $, les frais de retard s'accumuleraient. Sans ma consultation non rémunérée, l'IRS remarquerait inévitablement la comptabilité désastreuse de Chelsea. Je ne détruisais pas leur vie. Je retirais simplement le système de soutien artificiel qui les empêchait de se détruire eux-mêmes. La gravité allait prendre le dessus. Et alors que je courais plus vite, mon cœur battant à un rythme régulier et fort, je savais avec une certitude absolue que je ne serais pas là pour les rattraper quand ils tomberaient. Le bouc émissaire avait quitté les lieux. Le lundi matin, le mur numérique que j'avais construit autour de moi tenait bon, mais le barrage de l'autre côté était incessant. Je me suis réveillé à 6 heures,
J'ai fait mon café et je me suis assise à mon îlot de cuisine. La curiosité l'a emporté, alors j'ai ouvert le dossier des messages bloqués sur mon téléphone. C'était comme regarder une étude de cas psychologique en temps réel. Les premiers messages de mon père, Harrison, envoyés tard samedi soir, étaient prévisibles. Ils étaient pleins d'autorité arrogante. Il exigeait que je l'appelle immédiatement, me disant d'arrêter de faire une crise de colère enfantine et de réactiver les virements bancaires. Le dimanche après-midi, lorsque le silence s'est prolongé et qu'il a réalisé que ses ordres tombaient dans l'oreille d'un sourd, le ton a changé. Les textos de ma mère, Martha, ont commencé à affluer. C'était de la manipulation émotionnelle classique. Elle écrivait de longs paragraphes décousus sur la façon dont je déchirais la famille pour un simple malentendu, sur la tension artérielle dangereusement élevée de mon père et sur tout ce qu'ils avaient sacrifié pour me donner une belle vie. Puis sont venus les messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés, mais la transcription automatique sur mon téléphone a brossé un tableau pathétique. La voix de mon père avait perdu son ton autoritaire et retentissant. Selon la transcription, l'une des principales compagnies de transport l'avait appelé dès le lundi matin pour l'informer que leur compte était suspendu pour non-paiement. Il paniquait. Il ne connaissait pas les identifiants de connexion du portail des fournisseurs. Il ne connaissait pas les numéros de compte. Il ne connaissait même pas le nom du gestionnaire de compte avec qui je traitais habituellement. Il exigeait que je lui envoie le tableur avec les mots de passe. J'ai supprimé les transcriptions et vidé le dossier. J'ai pris une douche, mis un costume élégant et bien coupé, et me suis dirigé vers mon bureau en centre-ville. J'avais une présentation importante ce matin-là. J'étais la directrice financière principale d'une start-up technologique de plusieurs millions de dollars qui se préparait à une levée de fonds critique. Pendant que ma famille se démenait pour trouver un mot de passe perdu pour un magasin de détail en faillite, je me tenais dans une salle de conférence au mur de verre, guidant une équipe de cadres à travers des projections de revenus complexes. Des analyses de marge et des stratégies d'atténuation des risques. J'ai regardé les graphiques de projection sur l'écran et j'ai ressenti une vague de confiance authentique. J'étais bonne dans mon travail. J'étais incroyablement compétente. Les gens dans cette salle de conférence me respectaient, écoutaient mes conseils et me payaient exceptionnellement bien pour mon expertise. Ils ne se souciaient pas de ma sœur. Ils ne me voyaient pas comme un plan de secours ou une consultante gratuite. Ils appréciaient mon cerveau. Pour la première fois, le contraste entre ma vie professionnelle et ma vie de famille était d'une évidence aveuglante. J'avais laissé des gens qui ne pouvaient même pas équilibrer un simple chéquier me faire sentir petite et sans valeur pendant 35 ans. Alors que je terminais la présentation et que la salle éclatait en applaudissements, j'ai senti les derniers fils persistants de culpabilité se consumer. Je n'étais pas le problème. Je n'avais jamais été le problème. Le mercredi, la panique privée s'était étendue au domaine public. Comme ils ne pouvaient pas me joindre directement, ils ont décidé de changer de tactique. S'ils ne pouvaient pas m'intimider en privé, ils me feraient honte publiquement. Cela a commencé pendant ma pause déjeuner. J'étais assise dans un café près de mon bureau avec Julien. Julien et moi sortions ensemble depuis environ 6 mois. C'est un ingénieur en structure, calme, incroyablement observateur et totalement sans drame. Il était l'exact opposé de l'environnement chaotique dans lequel j'ai grandi. Mon téléphone a vibré avec une notification d'un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années. C'était une capture d'écran de Facebook. Je l'ai ouverte et une vague froide de dégoût m'a envahi. Chelsea était partie en guerre. Elle avait publié une mise à jour massive et dramatique sur son mur, en mode public pour que tout le monde puisse la voir. C'était un cours magistral sur l'art de jouer la victime. Elle écrivait sur la difficulté de gérer une entreprise, sur la pression qu'elle subissait pour soutenir nos parents vieillissants, et sur la profonde douleur ressentie lorsque certains membres de la famille décidaient de les abandonner par pure jalousie mesquine. Elle ne m'a pas nommé directement, mais les implications étaient éclairées au néon. Elle affirmait que j'avais saboté ses campagnes marketing en coulisses. Elle écrivait que ma carrière de directrice financière m'avait rendu avide, froide et totalement insensible. Elle a même porté un coup bas à ma vie personnelle, insinuant que ma personnalité amère était la raison pour laquelle j'avais eu des difficultés relationnelles par le passé. La section des commentaires était un cauchemar. Tantes, oncles et amis de la famille affluaient pour la réconforter. Ils me traitaient d'ingrate. Ils louaient Chelsea pour sa force et sa résilience. Ils m'identifiaient en exigeant que je présente des excuses à ma sœur. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer,
le vieil instinct de me défendre montait en moi. Je voulais commenter. Je voulais publier les relevés bancaires. Je voulais exposer les $500 par mois, le travail non rémunéré et l'incompétence pure de sa vision. Julien a remarqué ma mâchoire serrée. Il a doucement pris le téléphone de ma main, ses yeux parcourant l'écran. Il n'a pas halté ni offert de platitudes vides. Il a simplement secoué légèrement la tête. Elle essaie de réécrire l'histoire, a dit Julien, sa voix calme et posée. Elle sait que le magasin va s'effondrer sans toi. Alors, elle prépare le terrain. Quand il échouera, elle veut que tout le monde croie que c'était de ta faute pour les avoir abandonnés, pas de sa faute pour être incompétente. Il avait entièrement raison. C'était une frappe préventive. Je dois répondre, ai-je dit, ma voix tendue. Je ne peux pas la laisser répandre ses mensonges. Les gens la croient vraiment, Julien. Julien m'a regardé, ses yeux doux mais fermes. Il a ouvert la galerie de photos sur son téléphone et m'a montré quelque chose. Il avait discrètement pris des captures d'écran de chaque publication et de chaque commentaire que Chelsea avait fait au cours des dernières 24 heures. Tu ne réponds pas sur Facebook, a-t-il dit simplement. Tu la laisses creuser son propre trou. Si tu te disputes avec elle en ligne, tu lui donnes exactement ce qu'elle veut, un public et un combat. Tu passes pour folle et elle pour la pauvre victime qui essaie de te raisonner. Laisse-la parler. Documente-le, mais n'engage pas la conversation. Le silence est un miroir. Finalement, elle devra se regarder elle-même. J'ai pris une profonde inspiration, la logique de ses paroles manquant. Je ne cherchais pas à gagner une dispute dans une section de commentaires. Je jouais un jeu beaucoup plus long. Ce soir-là, j'ai retrouvé ma meilleure amie, Valérie, pour un verre dans un salon tranquille. Valérie était psychologue clinicienne et, au fil des ans, elle avait été ma thérapeute non officielle, me guidant à travers les eaux troubles du dysfonctionnement de ma famille. Je lui ai montré les captures d'écran que Julien avait prises. Valérie a siroté son martini, ses yeux se plissant en lisant la prose dramatique de Chelsea. Effondrement narcissique classique, a diagnostiqué Valérie immédiatement, posant le téléphone face contre la table. En ce moment, Chelsea subit une grave perte d'approvisionnement. Tu étais sa principale source de régulation. Tu réparais ses erreurs, ce qui lui permettait de maintenir son illusion de grandeur. En te retirant, tu l'as forcé à affronter la réalité et son ego ne peut tout simplement pas le supporter. Alors, elle invente une réalité où je suis la méchante, ai-je conclu, faisant tourner la glace dans mon verre. Exactement, a hoché la tête Valérie. Et la pire chose que tu puisses faire en ce moment est de rompre ton silence. Les narcissiques se nourrissent de conflits. Ils veulent le drame car il les distrait de leurs propres échecs. Si tu restes complètement silencieuse, son récit n'a nulle part où aller. Elle se bat contre une ombre. Finalement, les gens qui la louent dans ses commentaires vont commencer à se poser des questions. Car si elle est une femme d'affaires si brillante, pourquoi le magasin fait-il soudainement faillite juste parce que tu es parti? J'ai suivi les conseils de Valérie et la stratégie de Julien. Je suis allé sur mes comptes de réseaux sociaux et j'ai discrètement bloqué mes parents, Chelsea, et chaque parent qui avait laissé un commentaire négatif sur ses publications. Je n'ai pas supprimé mes comptes. Je me suis simplement rendu entièrement invisible pour eux. L'effet a été presque immédiat. Au cours des jours suivants, les publications de Chelsea sont devenues de plus en plus erratiques et désespérées. Comme je ne répondais pas, elle devait continuer à intensifier ses affirmations pour obtenir le même niveau d'attention de son public. Elle a commencé à publier des citations vagues sur les frères et sœurs toxiques et la survie aux abus émotionnels. Mais sans ma participation, le drame était entièrement unilatéral. Les commentaires de nos parents ont commencé à ralentir. Les gens se lassent d'une victime qui se plaint constamment mais ne montre jamais aucune preuve. Le silence fonctionnait. Il la privait de l'attention qu'elle convoitait et, plus important encore, il protégeait ma paix. Je me suis concentré sur mon travail. J'ai passé mes week-ends à faire de la randonnée avec Julien et à essayer de nouveaux restaurants avec Valérie. Je dormais 8 heures par nuit pour la première fois de ma vie d'adulte. Je ne me réveillais pas en sueur froide, inquiète qu'un fournisseur m'appelle à propos d'un chèque sans provision. La guerre numérique faisait rage sur Facebook, mais dans ma réalité, la vie était belle. Je rassemblais mes forces, me préparant pour le coup final. Il était temps de parler à la seule personne de la famille qui possédait le pouvoir de remettre les choses en ordre. Une semaine après le désastreux dîner d'anniversaire,
j'ai demandé un vendredi de congé et j'ai réservé un vol matinal pour Tampa, en Floride. Je devais voir grand-père Walter. Walter était le père de mon père. Il avait 80 ans, un promoteur immobilier à la retraite qui avait bâti une petite fortune à partir de rien. Il possédait des propriétés commerciales dans tout le Midwest et de grandes parcelles de terrain en Floride. Contrairement à mon père, Walter était un homme de substance tranquille. Il ne se vantait pas. Il ne se souciait pas des vêtements de marque, et il méprisait absolument l'incompétence. Il était le patriarche, l'homme qui détenait les clés du royaume, et la seule personne que mon père craignait vraiment. Le vol a duré 2h30. J'étais assise près du hublot, regardant les nuages défiler, un épais dossier en manille posé sur la tablette devant moi. Cela n'allait pas être un plaidoyer émotionnel. Je n'allais pas pleurer et demander à grand-père de gronder son fils. J'étais une auditrice et j'allais lui présenter un audit de sa propre famille. À l'intérieur du dossier se trouvaient les preuves de mon exploitation. Il y avait des relevés bancaires imprimés soulignant exactement $500 quittant mon compte le premier de chaque mois pendant 60 mois consécutifs. Il y avait des copies des lettres d'avertissement brutales de l'IRS que j'avais interceptées et résolues. Il y avait des courriels d'Oasis Apparel menaçant de poursuites judiciaires pour des factures impayées que Chelsea avait ignorées. Et enfin, il y avait les captures d'écran imprimées de la récente campagne de diffamation de Chelsea sur Facebook, entièrement non censurée. J'ai loué une voiture à l'aéroport de Tampa et j'ai conduit vers la côte. Walter vivait dans une belle maison sobre surplombant le golfe. La chaleur de la Floride était oppressante, mais je me sentais remarquablement fraîche. Je me suis garé dans son allée, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai attrapé le dossier en manille. Walter attendait sur la terrasse arrière, assis dans un fauteuil en osier, regardant l'eau. Il avait l'air plus âgé que la dernière fois que je l'avais vu, son visage marqué de rides profondes, mais ses yeux étaient aussi vifs que jamais. « Samantha, dit-il, sa voix bourrue mais chaleureuse. Il ne s'est pas levé, mais il a désigné la chaise vide à côté de lui. « Tu as l'air d'une femme en mission et tu ne réponds pas aux appels de ton père. Il m'a appelé hier en se plaignant que tu avais perdu la tête. » Je me suis assise, plaçant le dossier sur la petite table en verre entre nous. « Je n'ai pas perdu la tête, grand-père, dis-je doucement. J'ai juste trouvé mes limites. » Walter se pencha en avant, posant ses mains sur sa canne. « D'accord, dit-il. Je t'écoute. » Sans détour. J'ai ouvert le dossier. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai parlé de la même manière que je parlerai au conseil d'administration de mon entreprise. J'ai commencé par le toast du dîner d'anniversaire. Je lui ai dit exactement ce que mon père avait dit. Nous regrettons le jour de ta naissance. Walter n'a pas bronché, mais sa prise sur sa canne s'est resserrée jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il a dit ça, murmura Walter, sa voix dangereusement basse. Devant toute la famille. Oui, ai-je confirmé, et ma mère n'a rien dit et Chelsea a ri. Ensuite, j'ai poussé les relevés bancaires sur la table. Pendant 5 ans, grand-père, chaque mois je leur ai viré $500. Pas pour des expansions, pas pour du marketing, pour la survie de base, pour payer la facture d'électricité, pour empêcher les fournisseurs de les couper. Walter a pris les relevés, ses yeux parcourant les chiffres surlignés. J'ai pu voir le moment exact où il a compris. C'était un homme d'affaires. Il savait que si un magasin de détail avait besoin d'une injection mensuelle de $500 juste pour garder les lumières allumées, l'entreprise était déjà morte. Je lui ai ensuite remis les lettres de l'IRS. Chelsea est la directrice marketing, mais elle refuse d'apprendre les logiciels de comptabilité de base. Elle a brouillé la base de données de l'inventaire il y a 3 ans. J'ai passé 14 heures la veille de Noël à la reconstruire manuellement pour qu'il n'encourt pas de poursuite pour évasion fiscale. Harrison m'a dit que le magasin avait une année record, dit Walter, sa voix se tendant de rage contenue. Il m'a dit que les nouvelles stratégies de Chelsea doublaient leur fréquentation. C'est un mensonge, dis-je sèchement. Ils ont pris une deuxième hypothèque sur la maison pour financer son style de vie et couvrir les pertes d'exploitation massives du magasin. C'est un château de cartes, grand-père. Et j'étais la seule chose qui le tenait debout. Finalement, j'ai glissé les captures d'écran des publications Facebook de Chelsea sur la table en verre. Quand j'ai coupé l'argent la semaine dernière, voici comment elle a réagi. Elle assassine publiquement ma réputation pour cacher le fait que le magasin va s'effondrer sans mon argent. Walter a mis ses lunettes de lecture et a regardé les captures d'écran.
Il a lu les commentaires de nos parents. Il a lu les mensonges sur ma carrière et ma vie personnelle. Le silence sur la terrasse était assourdissant, rompu seulement par le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage. Quand il a finalement levé les yeux, il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. Il n'y avait qu'une fureur froide et terrifiante. C'était la fureur d'un homme qui réalisait que son héritage était dilapidé par des imbéciles. Ils t'ont utilisé, déclara Walter, sa voix dépourvue de toute chaleur grand-paternelle. C'était une déclaration de fait absolu. Ils ont utilisé ton argent pour financer leur arrogance et ils ont utilisé ta loyauté pour protéger leur incompétence. Et quand tu as arrêté de jouer leur jeu, ils ont essayé de te détruire. Je ne suis pas venu ici pour te demander de réparer ça, dis-je doucement, rassemblant les papiers dans le dossier. Je suis venu ici parce que j'en ai fini. Je m'éloigne complètement d'eux. Je voulais juste que tu saches la vérité avant que le magasin ne coule et qu'ils essaient de me blâmer. Walter se leva lentement, s'appuyant lourdement sur sa canne. Il regarda l'océan un long moment. Tu as bien fait de venir me voir, Samantha, dit-il, se tournant vers moi. Tu es la seule dans cette famille qui a hérité de mon cerveau. Les autres ont hérité de mon argent, et cela les a rendus faibles, paresseux et cruels. Il sortit un smartphone élégant de sa poche. Je ne vais pas réparer leur magasin, dit-il, en composant un numéro. Je vais réparer mes erreurs. Walter a appelé son avocat successoral, un homme vif et pragmatique nommé Arthur, qui est arrivé à la maison en moins de 2 heures. Nous nous sommes assis dans le bureau de Walter, entourés de bois sombre et de fauteuils en cuir. La climatisation bourdonnait doucement en arrière-plan alors qu'Arthur ouvrait sa mallette. Walter n'a pas perdu une seule seconde. Je dois restructurer l'ensemble du plan successoral, avec effet immédiat, a-t-il dit à l'avocat. Je veux que Harrison, Martha et Chelsea soient complètement retirés du testament. Chaque fiducie, chaque acte de propriété, chaque actif liquide. Je veux qu'ils soient entièrement coupés. Arthur cligna des yeux, son stylo planant au-dessus de son bloc-notes. Monsieur, en êtes-vous absolument certain? C'est une modification massive. Retirer des descendants directs peut parfois entraîner des contestations judiciaires. J'ai 80 ans, Arthur. Mon esprit est parfaitement sain. Et je vous dis de brûler leur pont, cingla Walter, son autorité absolue. Rédigez-le si solidement qu'une équipe de juges de la Cour suprême ne pourrait pas le casser. Mettez-y une clause stipulant que s'ils contestent le testament, ils perdent tout statut légal restant. Je ne laisserai pas le travail de ma vie à un homme qui humilie publiquement sa propre fille pour protéger une entreprise en faillite. Arthur hocha rapidement la tête et commença à prendre des notes. La succession sera divisée en 2 moitiés, continua Walter, me regardant directement. 50% iront directement à Samantha. Les propriétés, les actifs liquides, tout. Elle sait gérer l'argent. Elle l'a gagné à la dure. Les 50% restants iront à la fondation de l'hôpital régional pour enfants. Est-ce clair? Parfaitement clair, monsieur, dit Arthur. J'étais assise là, stupéfaite, en silence. Je m'attendais à ce qu'ils réprimandent peut-être mon père, réduisent peut-être leur héritage. Je ne m'attendais pas à un déshéritement absolu et fracassant. Grand-père, murmurai-je, le poids de sa décision m'écrasant soudainement. Tu n'as pas à faire ça pour moi. Je ne le fais pas pour toi, Samantha, dit Walter doucement, posant sa main rugueuse et burinée sur la mienne. Je le fais parce que c'est juste. J'ai bâti ma richesse par le travail acharné et l'intégrité. Harrison et Chelsea ne possèdent ni l'un ni l'autre. Si je leur laisse mon argent, cela ne fera que financer leur illusion jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Laissez les parasites mourir de faim. Laissez-les voir à quoi ressemble le monde réel sans toi et sans moi pour les renflouer. Le grand-père Walter est le véritable héros de toute cette histoire. Il a jeté un coup d'œil aux preuves et a choisi la violence. Il a laissé la moitié à une œuvre de charité et l'autre moitié à la seule petite fille dotée d'un cerveau. Que Dieu ait pitié des âmes de Harrison et Chelsea car Walter, lui, n'en a eu aucune. Les documents ont été rédigés, attestés par 2 des voisins de Walter, et signés le lendemain matin même. C'était bétonné. Le filet de sécurité ultime de mon père, l'héritage massif sur lequel il avait toujours compté comme plan de secours, a disparu d'un trait de plume. J'ai serré Walter dans mes bras pour lui dire au revoir à l'aéroport. Il m'a tenu fermement. Construis ta vie, Samantha, m'a-t-il murmuré à l'oreille. Ne regarde pas en arrière.
Le vol de retour à Chicago était entièrement différent du vol vers Tampa. La gravité lourde et suffocante de ma famille avait été complètement levée. J'ai regardé les nuages en contrebas et j'ai ressenti une paix profonde et intouchable. La bombe avait été posée dans leur fondation. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre que le minuteur atteigne 0. Il a fallu exactement 3 mois pour que l'illusion se brise complètement. L'effondrement n'a pas été une explosion soudaine. C'était une suffocation lente et angoissante, exactement comme je l'avais prédit. Sans mes $500 arrivant le premier du mois, leur flux de trésorerie s'est immédiatement tari. Le coussin avait disparu. Le deuxième mois, les chèques des fournisseurs ont commencé à être retournés. Oasis Apparel, leur principal fournisseur, n'a pas seulement gelé leur compte cette fois-ci. Ils ont confié la dette à une agence de recouvrement d'entreprises agressives. Les étagères du magasin ont commencé à paraître vides juste au moment où la saison des achats des fêtes commençait. Le coup de grâce, cependant, est venu du gouvernement. Sans ma comptabilité méticuleuse et non rémunérée, Chelsea avait pris en charge les déclarations fiscales. Elle a utilisé un logiciel automatisé qu'elle ne comprenait pas, saisissant le chiffre d'affaires brut au lieu du bénéfice net, ignorant complètement l'amortissement et les dépenses déductibles. Fin janvier, une épaisse lettre recommandée est arrivée du service des impôts. Il faisait l'objet d'un audit. L'audit a révélé des années de gestion financière négligente que j'avais précédemment dissimulées. Les pénalités et les arriérés d'impôts s'élevaient à des dizaines de milliers de dollars. Ils avaient 30 jours pour payer ou l'État mettrait un privilège sur l'entreprise. La panique s'est installée. Harrison a finalement réalisé l'ampleur du désastre. Il a essayé d'appeler les fournisseurs en utilisant sa voix autoritaire et retentissante pour exiger de la clémence, mais les vendeurs se sont simplement moqués de lui. Il ne connaissait pas les marges bénéficiaires. Il ne connaissait pas les taux de rotation des stocks. Son charme était inutile contre les chiffres froids et durs. Désespérée, Chelsea a tenté d'exécuter son plan de secours ultime. Elle a préparé une présentation et a réussi à obtenir une réunion avec un groupe d'investisseurs providentiels locaux, leur proposant l'idée d'acheter une participation dans l'entreprise pour financer une campagne de rebranding nationale. Un de mes collègues du quartier financier a assisté à cette présentation et m'a raconté exactement ce qui s'était passé autour d'un verre une semaine plus tard. Chelsea est entrée dans la salle de conférence vêtue d'un costume à $3000, parlant d'esthétique, de synergie et d'expérience de vente au détail moderne. L'investisseur principal l'a laissé parler pendant 10 minutes avant de l'arrêter. Il lui a posé une question très simple. Quel est votre coût d'acquisition client actuel et quelle est votre marge bénéficiaire nette sur votre ligne de vêtements d'hiver? Chelsea s'est figée. Elle ne connaissait pas la réponse. Elle a essayé de revenir sur la conception du logo et la palette de couleurs des sacs de course. Les investisseurs ont vu clair dans son jeu de poudre aux yeux. Ils ont réalisé qu'elle était une coquille vide jouant à l'entrepreneur. Ils ont mis fin à la réunion 5 minutes plus tard, refusant d'investir un seul centime. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la communauté des affaires locales. L'enfant prodige a été démasqué comme une fraude complète. Sans les investisseurs, sans les fournisseurs, et face à un énorme privilège fiscal, le magasin familial a simplement saigné à blanc. Fin février, le propriétaire les a expulsés pour non-paiement de loyer. Le magasin a fermé ses portes de façon permanente. L'empire était mort. L'effondrement de l'entreprise a déclenché un effet domino catastrophique dans leur vie personnelle. La deuxième hypothèque qu'ils avaient contractée sur leur maison pour financer le style de vie de Chelsea était directement liée aux revenus du magasin. Lorsque le magasin a fermé, ils ont immédiatement fait défaut sur le prêt. La banque a été impitoyable. La procédure de saisie a commencé en mars. La belle et spacieuse maison de banlieue où j'ai grandi, la maison où ils ont organisé leur somptueux dîner d'anniversaire, a été saisie par la banque. Harrison et Martha ont été contraints de mettre leurs affaires dans des cartons et de déménager dans un appartement exigu de 2 chambres en périphérie de la ville. L'humiliation publique, cependant, a été pire que la ruine financière. Les déclarations de faillite sont des documents publics. Il n'a pas fallu longtemps pour que la famille élargie découvre le montant exact des dettes de Harrison et Martha. Et plus important encore, ils ont vu les détails des dettes. Le coup de grâce pour Chelsea a été porté par le cousin Greg. Greg n'avait jamais aimé Chelsea. Et lorsque la faillite est devenue de notoriété publique, il a décidé qu'il en avait assez de son récit de victime sur Facebook.
Il avait sauvegardé la capture d'écran des virements bancaires que j'avais montrés à Julian des mois auparavant. Greg l'a publié directement sur le mur de Chelsea pour que toute la famille la voie. C'était une image de mon relevé bancaire, soulignant clairement les $500 envoyés chaque mois au magasin, sur une période de 5 ans. Greg a légendé, tu as traité Samantha David. Tu as dit qu'elle vous avait abandonné. On dirait qu'elle était la seule raison pour laquelle vous n'avez pas fait faillite il y a 5 ans. Arrête de mentir. Les retombées ont été spectaculaires. Les tantes et les oncles qui avaient loué Chelsea au dîner sont soudainement devenus silencieux. Les amis de la famille qui l'avaient consolé lui ont tourné le dos. Ils ont réalisé qu'ils avaient été manipulés pour attaquer la seule personne qui maintenait réellement la famille à flot. Chelsea a essayé de supprimer la publication, mais le mal était fait. Son image soigneusement construite de victime brillante et souffrante a été détruite. Elle est devenue une paria absolue au sein de la famille. Elle a perdu ses amis, son statut et sa scène. Elle a finalement dû prendre un emploi au salaire minimum, travaillant à la caisse d'une chaîne de vente au détail, répondant à un manager qui ne se souciait pas de sa vision. Mon père, trop fier pour demander de l'aide, a fini par travailler comme répartiteur pour une entreprise de plomberie locale. Ils avaient sacrifié la fille qui les aimait pour protéger la fille qui les utilisait. Et à la fin, il ne leur restait absolument rien. Pendant que leur vie s'effondrait en poussière, la mienne a finalement pris son envol. La start-up technologique que je gérais a réussi à obtenir sa levée de fonds de plusieurs millions de dollars. Mes projections étaient impeccables. Mon entreprise a été si impressionnée par ma performance qu'elle m'a promu au poste de gestionnaire de portefeuille principal, avec une augmentation substantielle et un paquet d'actions. La promotion n'était pas seulement une étape importante de ma carrière. C'était la validation ultime. Cela prouvait que mes compétences, mon intellect et ma valeur étaient réels, pas seulement des outils à exploiter et à jeter. C'était un vendredi soir début mai. J'étais assise sur le balcon de mon nouvel appartement plus grand, surplombant la ligne d'horizon de Chicago. Le temps se réchauffait enfin. Valérie était assise en face de moi, riant aux éclats d'une histoire que Julian racontait sur un coulage de béton désastreux sur son chantier d'ingénierie. Julian s'est penché sur la table et m'a versé un verre de vin. Il a souri, ses yeux chaleureux et complètement sincères. Il n'y avait pas d'agenda caché ici. Il n'y avait pas de marche sur des œufs. C'était ma famille choisie. Des gens qui m'aimaient pour exactement qui j'étais, pas pour ce que je pouvais réparer pour eux. Le courrier était arrivé plus tôt dans la journée. Assise sur la table à côté de mon verre de vin se trouvait une carte postale de Tampa, en Floride. C'était une photo d'un voilier au coucher du soleil. Au dos, de l'écriture nette et élégante de grand-père Walter, il n'y avait que quelques mots. L'avocat confirme que la fondation est sécurisée. Les parasites ont été prévenus. Continue de grimper, Samantha. Je suis fier de toi. J'ai passé mes doigts sur l'encre. J'avais entendu dire par des rumeurs que mon père avait reçu la lettre officielle d'Arthur, l'avocat successoral, l'informant de son déshéritement complet. Selon le cousin Greg, Harrison s'était effondré en larmes, réalisant enfin que son arrogance lui avait tout coûté. Il a essayé d'appeler Walter, mais Walter avait changé son numéro de téléphone. J'ai pris une gorgée de mon vin et j'ai regardé les lumières de la ville. Le lien traumatique était complètement brisé. La colère, le ressentiment, le besoin désespéré de leur approbation, tout avait disparu, remplacé par un sentiment de paix calme et solide. J'avais survécu au rôle de bouc émissaire de la famille et j'avais construit un empire à moi à partir des cendres. J'ai construit mon propre avenir et ils vivent dans les ruines du leur. Mais parfois, quand la maison est complètement silencieuse, je m'interroge sur la finalité absolue de tout cela.